Ici, chaque pixel raconte une histoire. Bienvenue dans C'est des rétros, le podcast qui replonge au cœur des légendes du jeu vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans une série légendaire, réputée autant pour son ambiance gothique et moyenâgeuse que pour sa difficulté sans concession. Je veux parler de Ghosts & Goblins, une franchise née dans les salles d'arcade et créée chez Capcom. Elle a marqué plusieurs générations de joueurs et elle continue d'exister sous différentes formes près de 40 ans après sa naissance. La série principale est composée de nombreux jeux et se concentre sur la quête du chevalier Arthur, tentant de sauver la princesse d'un roi démon. Mais Ghosts & Goblins donnera naissance à plusieurs suites, ainsi qu'à des séries dérivées intitulées Gargoyles ou Maximo, composées elles-mêmes de plusieurs jeux. Installez-vous confortablement, mais attention, à la moindre erreur, vous risquez de perdre votre armure et de vous retrouver en caleçon. C'est moi, Maître Sega. Et voici Ghouls & Ghosts. Avant d'affronter le prince des ténèbres, n'oublie pas, Sega, c'est plus fort que toi. En 1985 sort Ghosts & Goblins sur borne d'arcade. On y incarne le chevalier Arthur, en armure, qui part sauver la princesse Guenièvre, enlevée par le roi démon. C'est un scénario assez classique, mais ce dernier a déjà fait ses preuves dans l'univers du jeu vidéo, et son côté diabolique lui construira une identité redoutable. Chaque ennemi, chaque saut mal calculé, chaque projectile est une menace. Arthur perd son armure au premier coup reçu, se retrouvant en caleçon, une image devenue culte. Et s'il est touché en étant à moitié nu, c'est la mort assurée. Il prend instantanément la forme d'un squelette qui s'effondre. Le jeu impose une idée cruelle. Une fois le jeu terminé, pour les plus persévérants, il faut tout recommencer une seconde fois, et en mode plus difficile pour en voir la véritable fin. Comme si le jeu n'avait pas été si difficile au premier passage. Ce choix de game design ancre immédiatement la réputation de la série, une difficulté poussée à l'extrême. Fort de son succès, le jeu est adapté sur Nintendo NES, Commodore 64, Amstrad CPC et bien d'autres. Une version exclusive verra même le jour sur la nouvelle Game Boy Color en 1999. Puis vient Ghouls & Ghosts en 1988, toujours en arcade, puis transposé sur les plateformes du moment, la Master System et la Mega Drive de Sega, mais aussi sur les micro-ordinateurs de l'époque, Commodore 64, Atari ST ou ZX Spectrum. 3 ans après les événements de Ghosts & Goblins, le monde est à nouveau attaqué par les démons. Guenièvre, la fiancée d'Arthur le Chevalier, est tuée sous ses yeux par Lucifer en personne. Arthur est donc forcé de parcourir le royaume infesté de créatures maléfiques pour sauver l'âme de sa bien-aimée. Les graphismes du jeu sont plus fins, de nouvelles armes sont disponibles et on a même la possibilité de tirer vers le haut et vers le bas. L'ambiance est encore plus sombre. La difficulté, quant à elle, reste impitoyable. En 1991, Capcom frappe encore avec Super Ghouls & Ghosts, exclusif à la Super Nintendo. Par une chaude soirée, le chevalier Arthur se rend auprès de sa bien-aimée, la princesse Guenièvre. Le scénario reste pratiquement identique. Alors que la fête bat son plein hors des murs du château, une menace s'agite dans l'ombre. L'orage gronde, les éclairs lacèrent le ciel, une vitre vole en éclats. C'est le démon Sardius, l'empereur du diable. Il est venu enlever Guenièvre. La tâche du joueur consistera à parcourir 7 niveaux traversant le royaume des ghouls afin de combattre le répugnant souverain du pays interdit. Cet épisode se distingue par ses graphismes somptueux, ses musiques épiques, ses niveaux animés, et comme le célèbre bateau qui tangue dans tous les sens, suivi d'un passage sur radeau, les stages sont très techniques.
Ce stage de passage sur radeau a dû décourager plus d'un joueur. Super Ghouls and Ghosts présente un gameplay unique. Arthur ne peut plus changer de direction en plein saut, ce qui accentue la rigueur et la précision demandées. Par contre, une armure verte fait son apparition en plus de l'armure dorée déjà connue. Un portage sur Game Boy Advance permettra à une nouvelle génération de joueurs de mener Arthur dans sa quête. Ce Super Ghouls and Ghosts se retrouvera parmi les 20 jeux de la Super NES Mini. Ces épisodes forgent la réputation de la licence. Un jeu beau, riche, mais à difficulté redoutable. Nous allons maintenant aborder les spin-offs et dérivés de la licence. Capcom exploite aussi cet univers avec d'autres jeux. Comme en 1990, apparaîtra une première série parallèle, Gargoyle's Quest. Le premier du nom sortira sur Game Boy, présentant un personnage sous forme d'une gargouille verte sur la cartouche. Dans ce Gargoyle's Quest, le joueur incarne Firebrand, une créature ennemie du chevalier Arthur dans la série Ghosts and Goblins. Firebrand vit reclus dans une autre dimension, lorsque des ghouls en peine viennent réclamer son aide. En effet, le maléfique Brigger est de retour et les destructeurs attaquent. La seule solution réside en une vieille légende qui dit qu'un héros nommé Red Blaze trouvera le feu sacré et ramènera une nouvelle fois la paix. Firebrand est alors appelé au secours pour trouver ce héros. Il se jette au travail du portail laissé ouvert par les envahisseurs. Capcom s'inspirera beaucoup du deuxième jeu Zelda pour réaliser ce Gargoyle's Quest, car le joueur alterne entre des phases d'action plateforme en 2D et des phases d'exploration en vue du dessus. Durant les phases d'action, le joueur doit éviter de nombreux pièges, sur des niveaux de plateforme assez dangereux, grouillant d'ennemis en tout genre. La gargouille peut voler, s'agripper aux parois et cracher du feu. La difficulté est toujours conséquente, car il faudra maîtriser les aptitudes de base de Firebrand. Au début de l'aventure, ses capacités sont assez limitées. Il ne peut voler que sur une très courte distance, ses sauts et sa puissance de feu sont très faibles. Mais heureusement, le joueur pourra les améliorer et les performances s'en verront accrues, en trouvant ou en achetant des objets durant l'aventure. Durant les phases d'exploration, Firebrand se déplace sur une carte. Le but de ces phases est de se déplacer pour atteindre les différents niveaux du jeu, mais aussi de traverser certains villages pour glaner quelques informations, sauvegarder sa progression ou acheter des objets utiles pour sa propre amélioration, comme des vies supplémentaires par exemple. Dans ces villages, le joueur est en sécurité, mais dès qu'il en sort, il se fait attaquer par des monstres, ce qui continue à nous rappeler le style du second opus de Zelda. En 1992, 2 ans plus tard, sort Gargoyle's Quest 2 de Demon Darkness sur Nintendo NES. Une version Game Boy sortira mais uniquement au Japon. Dans ce second épisode, Firebrand s'entraîne à devenir un guerrier capable d'affronter les humains. Mais alors qu'il vient de terminer son initiation dans le tout premier niveau de plateforme du jeu, son village est attaqué par les destructeurs, ennemis jurés des démons. Tous les habitants du village disparaissent mystérieusement, touchés par une lumière ténébreuse. Seul Firebrand y survit par miracle. Avant de disparaître à son tour, le chef du village confie à Firebrand la mission de trouver le roi et de lui venir en aide. Il devra rencontrer cet étrange Demon Darkness qui plane sur le royaume. Notre petite gargouille, cette fois en rouge sur la couverture du jeu, se lancera dans une longue aventure où il mènera la lutte contre les destructeurs. Et son aventure le mènera à une véritable quête identitaire. On reprend la même formule de gameplay que son petit frère sur Game Boy, à savoir l'alternance des phases de plateforme, où Firebrand peut voler, s'accrocher aux parois et enflammer ses adversaires, et les phases d'aventure sur carte, où l'exploration des villages et environnements du royaume des démons est de mise. Toutefois, il y a quelques changements par rapport au premier épisode. Les déplacements ont été facilités, avec une fréquence amoindrie des combats aléatoires. Heureusement, le système de mot de passe a été conservé. Gargoyle's Quest 2 n'est pas vraiment une suite, car les événements y sont comptés sous la forme d'une préquelle,
au premier épisode. L'introduction de Gargoyle's Quest sur Game Boy raconte d'ailleurs les événements de ce dernier. De plus, des indices pendant le jeu permettent de dire que les 2 épisodes se situent chronologiquement avant la saga des Ghosts and Goblins dont ils sont issus. Une licence bien exploitée en somme dans ce courant des années 80-90. Here's a side-scrolling platform game packed with amazing graphics and non-stop action. Demon's Crest. As they quest to unite the missing gems of the Demon's Crest and summon its power for the good of the ghoul realm, players get to morph in a variety of spectacular gargoyle forms, each with unique powers and attack modes. Demon's Crest for the Super Nintendo Entertainment System. Et c'est en 1995 qu'en Europe sort Demon's Crest sur Super Nintendo. Ici, on joue encore une fois Firebrand, le petit démon rouge, ennemi récurrent d'Arthur. Une guerre civile fait rage dans le royaume des démons. 6 pierres magiques tombèrent du ciel, et chaque pierre procure des pouvoirs magiques à son détenteur. Mais il est dit que la pierre de l'éternité apparaîtra à celui qui pourra les réunir toutes. Rapidement, les démons se disputent ces pierres, mais Firebrand parvient à en collecter 5. Il combat alors le dragon Somulo pour obtenir la dernière pierre, mais il est gravement blessé et affaibli. C'est à ce moment précis que surgit Phalanx, un ancien soldat des Destructeurs, qui lui vole toutes les pierres. Laissé en pâture à Somulo le dragon, Firebrand doit s'échapper de sa prison, retrouver les pierres volées et se venger de Phalanx. Demon's Crest reste un jeu de plateforme avec des éléments de RPG. Le menu récapitule la liste des objets obtenus, leurs collectés, ainsi que les armes et les pierres du personnage pour les transformations. Demon's Crest garde un système de sauvegarde via mot de passe. Les contrôles du jeu sont basiques, attaque, saut, utilisation de magie et bride de statut. Firebrand part donc à la recherche de ces 6 pierres élémentaires. Le jeu totalise 7 niveaux et il s'inscrit dans le catalogue très efficace de la Super Nintendo, non sans rappeler un certain Super Ghouls and Ghosts. Sophia! Maximo! Tu m'avais dit que Maximo était mort à la guerre. Silence! Ça suffit, Achille! Jeune présomptueux, je contrôle ton royaume et je contrôle le pouvoir du monde souterrain. Sophia! Car à mon pouvoir maléfique. Boum! Début 2002, c'est une grande surprise. L'univers de la série Ghosts and Goblins donne naissance à un jeu d'action-aventure en reprenant les travaux originaux de Susumu Matsushita. C'est le jeu Maximo Ghost to Glory qui sort sur PlayStation 2. De retour de guerre, le roi Maximo constate que son conseiller Achille a profité de son absence pour asservir son royaume grâce à une armée de morts-vivants. De plus, il se permettra d'enfermer son épouse, Sophia. Tué au moyen d'un sort lancé par Achille, Maximo rencontre dans les limbes Grimm, la faucheuse, autrement dit la mort en personne. Ce dernier apprend à Maximo que les âmes dont il a la charge sont volées par Achille afin de constituer son armée. Il lui propose alors un marché, revenir sur Terre et mettre un terme aux outrances du conseiller Félon, grâce à l'aide de 4 sorcières retenues captives aux 4 coins du royaume. Sans l'esprit des morts, la faucheuse est incapable de continuer à travailler. Le jeu reste fidèle à la série Ghosts and Goblins en reprenant ses principaux mécanismes. Dans un univers tout en 3D, Maximo doit se battre au moyen de son épée, de boucliers modulables et d'un système d'armure. Des objets sont répartis tout au long des différents niveaux, ce qui permet de renforcer les capacités de Maximo. Les objets pouvant être trouvés, achetés ou ramassés sur les ennemis vaincus.
Le joueur évolue à travers 5 mondes, comprenant chacun un niveau d'introduction, 3 niveaux classiques et un boss. Chaque monde est différent et comporte ses propres particularités et ses ennemis spécifiques. La nouveauté réside dans l'installation de la franchise dans un univers 3D, dans le style d'un Mario 64. Cela privilégie l'exploration sur 360 degrés. La vue caméra derrière le personnage est une première pour la franchise, ce qui rend les déplacements et les combats très agréables et prenants, même si la caméra fait des siennes de temps à autre. Si on épuise toutes nos vies, le joueur ne peut continuer l'aventure que s'il paye une contribution à la faucheuse. Naturellement, le prix augmente à chaque passage. La mort est impitoyable en affaires. Début 2004, le jeu voit une suite, toujours sur PlayStation 2, Maximo vs Army of Zin. 8 mois se sont écoulés depuis la défaite d'Achille et le courageux roi Maximo est reparti à l'aventure en compagnie de son ami Grim la Faucheuse, dans l'espoir de retrouver sa bien-aimée disparue, Sophia. Mais un soir, au cours d'un camping improvisé, Maximo est attaqué par 3 brigands, qui seront massacrés peu après par une étrange créature mécanique. Vaincu par Grim, ce dernier découvre qu'une âme est utilisée comme source d'énergie par cette créature, et constatant qu'une fois encore le monde souterrain a subi une pénurie d'âmes, il demande à Maximo de retrouver d'autres monstres mécaniques et de continuer cette quête. Une nouvelle aventure s'ouvre alors pour nos 2 amis, emplie de dangers, de découvertes, tout comme l'opus précédent. Et donc, tout comme son prédécesseur, le système de jeu est basé sur un système de niveaux concentré par type d'environnement. Village, forêt, montagne, etc. Chaque environnement est réparti sur 3 niveaux et toujours avec un boss final. Maximo, comme le premier opus, part à l'aventure avec un système d'armure, pouvant passer d'une armure simple à une armure en or. Mais outre les armures, différents objets sont mis à disposition. Des pièces d'or, des bourses, des diamants, des potions de santé, toujours avec un système de coffre. Maximo est toujours équipé de son épée, Parilla, et d'un bouclier en fer devenu indestructible. Au fil du jeu, 3 autres armes alternatives sont à trouver, certains étant même obligatoires pour pouvoir avancer dans certains niveaux. Ensuite, la saga connaît une traversée du désert durant les années 2000, avec seulement une présence dans quelques compilations. Mais en 2006, sur PlayStation Portable, la PSP, sort Ultimate Ghosts and Goblins, un épisode ambitieux mélangeant tradition et modernité. Des graphismes en 3D, une nouvelle mécanique de gameplay comme équipement, checkpoint, tout en gardant la cruauté des pièges. En 2011, la série voit 2 jeux sur les stores iOS et Android, Ghosts and Goblins Gold Knights 1 et 2, respectivement sortis en 2009 et en 2010, toujours sous forme de jeux de plateforme avec difficulté croissante. Et après une très longue attente, c'est en 2021 que Capcom ressuscite sa licence avec Ghosts and Goblins Resurrection sur Nintendo Switch, puis sur d'autres plateformes. Un hommage graphique au style médiéval gothique avec une patte artistique proche du livre d'illustration. Et toujours cette difficulté punitive. Une preuve que malgré les décennies, l'esprit de la série reste intact. Au-delà des jeux eux-mêmes, Ghosts and Goblins a influencé des générations de développeurs. Un véritable modèle dans le style Die and Retry. La silhouette d'Arthur en caleçon est devenue une icône avant l'heure, réapparaissant même dans des jeux comme Marvel vs Capcom. Sa musique, mélange des thèmes héroïques et angoissants, reste immédiatement reconnaissable. C'est une saga qui, sans avoir autant d'épisodes que Mario ou Castlevania, a su marquer durablement l'industrie du jeu vidéo. De 1985 à aujourd'hui, Ghosts and Goblins reste synonyme de défi, de persévérance. C'est une série qui ne pardonne pas, mais qui récompense le jusqu'au boutisme et la maîtrise.
Elle incarne cette époque où l'arcade dictait sa loi dans le monde du jeu vidéo. La frustration allait de pair avec la satisfaction d'avoir triomphé. Alors la prochaine fois que vous croiserez Arthur et sa lance, souvenez-vous, la moindre erreur est synonyme de mise en caleçon. Mais vous aurez la certitude de vivre une aventure inoubliable. À bientôt dans CD Rétro.